Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 août 2024 et oui, je sais, je suis incapable de m'arrêter. Je vous avais promis de ne pas être là cette semaine, mais comme il y avait tellement de choses à vous dire avant de commencer la semaine, je me suis dit que ça valait quand même la peine de vous faire une petite vidéo avant de vraiment partir en vacances. Alors ce matin, on va faire un tour d'horizon pour voir où nous en sommes après avoir tout récupéré de notre mini crash d'il y a 2 semaines et voir si Powell a le pouvoir de nous démontrer que ça n'était qu'un rebond et si la volatilité pourrait revenir. On va faire le point sur les chiffres de la semaine à venir et aussi sur les événements importants qui nous attendent. Ensuite seulement, je mettrai les voiles. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas vous retomber dessus dans 3 jours avec une nouvelle vidéo, mais finalement, le suspense, c'est finalement pas mal. Allez, on attaque juste après ça. Donc le marché vient de vivre sa meilleure semaine depuis le début de l'année. Il y a 14 jours, on vivait la pire journée de 2024 et aujourd'hui, on vit la meilleure semaine. On peut parfois se demander si le marché n'est pas bipolaire par moment. Mais en général, on se souvient assez rapidement qu'il n'est pas que bipolaire, il est bien plus que ça. Il est porteur d'à peu près toutes les dégénérescences psychiatriques que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Enfin, toujours est-il que sur ce rebond spectaculaire que nous venons de vivre, il ne faudra tout de même pas oublier que les problèmes qui nous avaient fait paniquer il y a quelques temps ne sont pas du tout, mais alors pas du tout réglés. Le carry trade est toujours là et le gouvernement japonais doit encore convoquer le patron de la BOJ et probablement le virer. Et pendant ce temps-là, l'inflation peut toujours devenir un problème pour la région. Et les marchés avaient paniqué à cause de la réallocation des assets en cas de démontage du carry trade et également parce qu'ils avaient peur que leurs économies soient en train de ralentir, parce que soudainement, nous avons eu 3 chiffres bricolés pour nous rassurer sur l'état de santé de l'économie. Nous avons immédiatement paniqué à la hausse et on se retrouve où nous sommes, au plus haut depuis 2 semaines. Pourtant, le problème n'est peut-être pas complètement forcément réglé. Alors ouais, au regard des chiffres de l'inflation qui ont été publiés la semaine dernière, l'inflation, d'accord, elle est dorénavant sous contrôle et on n'a plus rien, mais alors plus rien à craindre de ce côté-là. Enfin, normalement. Mais par contre, quand on regarde ce chart, on peut se rendre compte que même si le chiffre bricolé du CPI est en train de rendre les armes et revient en direction des 2% prévus par la Fed, on peut quand même se rendre compte que ce que l'on appelle l'accessibilité financière n'est plus tout à fait la même que la dernière fois que le CPI a été à 2%, il y a plus de 3 ans. Alors que l'inflation du CPI a augmenté d'environ 6% au cours des 2 dernières années, l'inflation de nombreux produits de première nécessité a été beaucoup plus élevé que cela et reste beaucoup plus élevé que ça. On peut voir que les prix des services de transport, train, tram, métro, bus ont grimpé en flèche de 18,5% depuis juin 2022. Les prix des loyers et du coût pour pouvoir se loger ont augmenté respectivement de 13,5% et de 11% au cours de la même période. Les prix de l'eau, du ramassage des ordures et de l'électricité, en gros les prix de l'entretien des habitations ont augmenté d'environ 10% et même la nourriture et les boissons ont connu une augmentation de 8% depuis juin 2022. Et encore, on ne va pas perdre de temps à checker tous les postes de la nourriture parce qu'il y aurait de quoi partir en courant ou se mettre carrément au régime. En résumé, même si les chiffres de l'inflation globale vont vers le mieux, l'accessibilité financière continue de se dégrader. Et d'ailleurs, puisque l'on parle du CPI, il serait carrément vachement intéressant de poser la question aux gens qui bossent dans la finance, histoire de savoir combien d'entre eux savent ce qu'il y a réellement dans le panier du CPI. Et puis ça n'est pas tout. Alors que les bourses mondiales refusent de rendre les armes, on peut aussi noter que la semaine dernière, on nous a publié des chiffres qui commencent à donner froid dans le dos et ça concerne le consommateur. Aujourd'hui, la probabilité que les consommateurs américains ne puissent pas rembourser une dette au cours des 3 prochains mois a grimpé à 13,3% en juillet, soit le niveau le plus élevé depuis la pandémie de 2020. L'augmentation la plus importante du stress a été observée chez les personnes qui gagnent moins de 50 000 $ et celles qui ont un diplôme d'études secondaires, ou moins. En outre, la perception globale de l'accès au crédit s'est donc assez logiquement affaiblie par rapport à l'année précédente, et entre-temps, la dette des ménages américains
a atteint un nouveau record historique de 17 800 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, dont un montant record, bien sûr, on le connaît, de 1140 milliards de dettes uniquement sur les cartes de crédit. Mais tout va bien, la croissance est bonne, il paraît, mais les plus faibles sont quand même de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à être en très grande difficulté et ça pourrait poser problème à un moment donné. Pendant ce temps, le nombre de demandes d'hypothèques est en chute libre. On peut le comprendre, hein, on connaît le marché immobilier américain qui est au plus haut et ultra cher parce qu'il n'y a plus d'offres de vente et comme il n'y a plus d'offres parce que plus personne veut prendre un crédit hypothécaire parce que les taux sont encore beaucoup trop hauts et je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce soit la baisse des taux de 0,25 à janvier mi-septembre qui va tout changer au niveau des crédits hypothécaires. Et puis, vu que l'on ne construit plus parce que l'on ne vend pas, on notera que le lumber, le bois de construction, lui aussi est en chute libre depuis des mois, laissant penser que le domaine de la construction et de la rénovation tourne quand même au ralenti. Alors oui, la croissance est là, mais elle est anémique et pas forcément généralisée. Mais bon, visiblement, ça n'est pas si grave que ça, parce que les marchés US ont récupéré 4000 milliards de market cap depuis le fameux lundi d'il y a 2 semaines. Cela doit forcément vouloir dire que tout va bien. Et ça tombe bien parce que cette semaine, on va y voir plus clair. Plus clair parce que cette semaine, il y a le meeting de Jackson Hole dans le Wyoming. Alors, Jackson Hole, c'est un endroit qui fait parler de lui une seule fois par année à la fin du mois d'août quand le patron de la Fed invite ses homonymes du reste du monde pour parler banque centrale, économie et baisse des taux. Bon, en gros, c'est le genre de semaine super chiante, avec des meetings ennuyeux au possible et des promenades à cheval obligatoires pour les banquiers centraux, histoire de faire plaisir aux photographes. Mais c'est surtout le fait qu'en fin de semaine, vendredi, Jérôme Powell, il va parler, que ça nous donne encore une fois l'occasion d'attendre et d'espérer qu'il va nous dire un truc hyper important et qui va forcément changer la face des marchés. Bon, a priori, il ne devrait rien dire de nouveau et confirmer à demi-mot la baisse des taux du mois de septembre, mais comme souvent à Jackson Hole, Powell a sorti des mots ultra violents qui ont créé de la volatilité en masse. Les marchés, ils ont la mémoire des mots et on panique à l'idée de ce qu'il pourrait bien raconter et peut-être ce qui pourrait d'ailleurs faire bouger ou rebouger les marchés dans tous les sens. En résumé, cette semaine, on va attendre d'abord le procès verbal de la Fed, du dernier meeting de la Fed, les minutes, les données de l'indice PMI des services du S&P global, ce sera jeudi, les ventes de logements existants pour le mois de juillet, jeudi également, les ventes de logements neufs, vendredi, et puis nous aurons le discours donc de Monsieur Powell qui aura lieu vendredi également. Et donc le S&P 500 n'est plus qu'à 2% d'un nouveau record historique. Nous allons également parler de la tech puisque Nvidia a profité du retournement de situation de ces derniers jours pour vivre une de ses meilleures semaines depuis 15 mois. Nvidia a repris 40% depuis les plus bas du 5 août et encore, elle doit publier ses chiffres trimestriels la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, il y aura un chiffre super intéressant puisque Palo Alto va publier ses chiffres trimestriels ce soir. C'est le leader de la cybersécurité et il pourrait donner le ton à tout le secteur qui a d'ailleurs très bien performé ces derniers temps, depuis 2 semaines, mais qui pourrait être tributaire de son leader, donc méfiant sur les chiffres de Palo Alto ce soir. Cette semaine, on aura encore les chiffres de Target, de Macy's, de Beidou, entre autres. La saison est presque terminée et elle se conclura la semaine prochaine, donc avec les chiffres de Nvidia. Ce matin, le Nikkei est en baisse de 1%. Mais bon, après avoir repris 22% en 2 semaines, on va pas lui en vouloir. Le pétrole est de retour à 75 $, pile poil sur les supports, alors que les prédictions de la CIA ne se sont pas réalisées sur l'attaque de l'Iran sur Israël. D'ailleurs, à propos des prédictions, je suis tombé sur un article qui estime que justement les prédictions financières pourraient bien être plus efficaces et plus précises que les sondages électoraux qui concernent les intentions de vote pour Trump ou Kamala Truc. Si vous suivez un peu les sondages de ces derniers jours, vous avez sûrement vu que Trump s'est fait rattraper puis dépasser par la vedette du camp démocrate. À un moment, la semaine dernière, Kamala Harris était en tête de 10% sur les sondages. Et puis alors là, elle a fait une bêtise, elle a fait un discours sur l'état de l'économie. Et ce qu'elle pensait faire, les gens ils se sont rendus compte qu'elle y connaissait que dalle, mais strictement rien. Et elle a reperdu 8%. En gros, les sondages, c'est vraiment n'importe quoi. Et on se dit que finalement, les prévisions financières, c'est pas mal. Et quand on commence à se dire que les prévisions financières, c'est pas mal, c'est qu'on est vraiment désespéré. On notera que lorsque Trump a été élu, une semaine avant son élection, on donnait Hillary Clinton vainqueur
à 70%. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bref, ce matin, les futurs sont légèrement en hausse. La saison des publications trimestrielles se termine donc. Le marché a retrouvé la confiance. Est-ce que les minutes de mercredi ou le discours de Powell auront le pouvoir de provoquer un réveil de la volatilité qui est retourné en mode hibernation puisque tout va bien, ou en tous les cas on regarde les choses qui nous font croire que tout va bien et que plus personne n'a peur. Voilà, n'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de la partager. Moi je vous souhaite une très belle journée et une excellente journée surtout. Je ne vous dis pas quand est-ce que je vous revois, là je pars dans 1 heure et je reviens pour sûr le 29 août, mais d'ici là, tout est possible et je peux ressurgir à n'importe quel moment. C'est la finance, on ne sait jamais de quoi. Demain sera fait. Allez, bonne journée à tous et bon trading. Bye bye.